Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Wikeco. Bientôt un siècle qu'elle existe. On aurait cru qu'elle aurait amorcé sa descente aux enfers avec l'évolution technologique, mais non. Elle résiste et ne cesse de se métamorphoser de jour en jour. Aujourd'hui, confrontée à l'émergence des nouveaux outils tels que les réseaux sociaux, eh bien, la télévision se voit une fois encore concurrencée dans l'espace public. Les réseaux sociaux, fossoyeurs ou avenir de la télévision, c'est le sujet du dossier de la semaine. On sera avec un spécialiste de l'audiovisuel. Mais avant, on va s'intéresser à la situation des enfants au Bénin et bien évidemment dans le monde. Selon le pays dans lequel il vit, eh bien, un enfant n'aura pas les mêmes conditions de vie et ne jouira pas des mêmes droits. Des disparités majeures qui entravent gravement leur droit à la vie, à la santé, à l'eau et à l'éducation. Décryptage du respect des droits des enfants, ce sera avec les confrères. Voilà donc les sujets qui vont meubler notre émission de ce dimanche. Tout de suite, on passe au mini-journal. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce mini-journal de Wikeco. Tout vendeur de biens et services sur le territoire national est tenu de délivrer à ses clients des factures normalisées. La réforme des factures normalisées s'étend à tous les secteurs d'activité économique désormais. Quel est le bien fondé de cette réforme? La réponse dans ce reportage. Moi, je suis avocat. Vos notes d'honoraires, les clients exigent que ce soit avec les factures normalisées. La voilà une facture. Ce document, délivré en pharmacie, quincaillerie, au niveau des boutiques, hôpitaux et autres lieux aux clients, et qui fait le point des achats ou prestations à la charge de ce dernier. Au Bénin, l'heure est à la réforme de la facture normalisée. Quand on dit facture normalisée, c'est une facture simple, une facture ordinaire que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité, c'est quoi? La particularité, c'est que désormais, tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là. Et en temps réel, nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises. L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMECEF, qui est une option numérique permettant à tout type de contribuable d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage, le plus flagrant qui est là, est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise. À la fin de la journée, vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le chiffre d'affaires que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les assujettis redevables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc, quand toi tu es un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu réclames ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 18% que tu as payé sur ton achat, que ça sera reversé à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient à qui de droit. Ce qui est pour l'État, ce qui revient aux entreprises, pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018, avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenue en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la taxe professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme des factures normalisées, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle taxe. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande d'émettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre.
Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations. On s'intéresse à présent au monde des jeux. Le jeu vidéo et le e-sport connaissent une croissance fulgurante ces dernières années, renforcée par la pandémie de Covid-19. Si pendant longtemps les jeux vidéo n'étaient pas pris au sérieux, eh bien le secteur a su s'imposer comme l'un des plus dynamiques au monde. Mais en Afrique, le marché du jeu vidéo peine à prendre et ne représente qu'une infime partie aujourd'hui. La tendance pourrait-elle être inversé? Élément de réponse avec Rodrigue Babagbeto. À l'heure actuelle, la grande majorité de la communauté des gamers réside en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et représente 75% du marché de l'e-sport. Pourtant, l'Amérique latine et l'Afrique sont les régions où la croissance est la plus rapide. Aujourd'hui, du Sénégal à l'Afrique du Sud, en passant par le Nigeria, le Cameroun et le Kenya, l'Afrique connaît un véritable élan pour le gaming et l'e-sport. Le continent africain compte aujourd'hui seulement 600 millions de passionnés de jeux vidéo, un nombre presque insignifiant sur les 2,7 milliards de gamers enregistrés dans le monde. Mais d'après le média sénégalais Social Netlink, ce chiffre a été multiplié par 26 dans les 5 dernières années. Preuve que le secteur connaît une avancée. Il pourrait même connaître meilleure progression grâce à 2 facteurs. En premier, la démographie. En 2050, encore près de la moitié de la population africaine aura moins de 25 ans, soit 2,4 milliards de potentiels gamers. En second lieu, il y a la pénétration de l'Internet. Elle est encore basse sur l'ensemble du continent. Elle est d'environ 40%, mais elle atteint des taux bien plus élevés dans certains pays. Au Bénin, le taux de pénétration Internet est encore d'environ 35% selon l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin. Malgré tout ce nouvel engouement de la jeunesse africaine pour les jeux vidéo, le parc informatique du continent demeure assez peu moderne et les cyberattaques, elles aussi, progressent sur le continent. C'est pourquoi les gamers africains doivent se munir d'un antivirus léger qui ne mobilise pas trop de mémoire RAM, déjà bien sollicité par les jeux vidéo eux-mêmes. Selon le cabinet Superdata, l'industrie du jeu vidéo a généré 139,9 milliards de dollars en 2020, ce qui représenterait une hausse de 12% en un an. Niozo estime que le gaming devrait peser 192 milliards de dollars en 2022. Parlons environnement, Madame, Monsieur, la couche d'ozone constitue une barrière protectrice qui retient des rayons ultraviolets émis par le soleil. Mais elle est de plus en plus menacée du fait de l'activité humaine, ce qui menace également la vie sur Terre. Protéger la couche d'ozone est un défi industriel et politique bien plus grand que nous ne le pensions. Josué Daniel Sosa. Un regard au-dessus de nos têtes et l'on aperçoit le ciel. Et au-delà, la couche d'ozone. C'est la partie supérieure de la stratosphère qui permet de filtrer les rayonnements ultraviolets dangereux pour l'homme. Située entre 20 et 50 km d'altitude, cette couche est d'une importance capitale pour la protection de la Terre. C'est une couche qui concentre un peu la chaleur et ça filtre les rayons du soleil. Alors en filtrant les rayons du soleil, la couche d'ozone enlève tout ce qui est ultraviolet et laisse passer la lumière qui est utile pour la vie sur Terre. C'est le rôle fondamental de la couche d'ozone. Cette couche protège donc les êtres vivants de certains rayonnements nocifs du soleil. Mais malheureusement, elle subit des dégradations depuis plusieurs années, d'où des fissures suite à la production et à l'utilisation des gaz à effet de serre, ce qui entraîne des conséquences sur la biodiversité. C'est ça qui fait développer les maladies de peau, jusqu'au cancer de peau, les maladies d'yeux, les cataractes. Au niveau des animaux, il y a le problème de la production. Ça ralentit la production de certains animaux. Ça agit sur certains écosystèmes, même la disparition de certaines espèces. Seule solution face à ce fléau, la protection de la couche d'ozone. Et le Bénin mène depuis quelques années des actions fortes en faveur de la protection de cette stratosphère. Le Bénin a déjà
en suivant le calendrier imposé par la communauté internationale, a déjà éliminé les CFC, chlorofluorocarbone, qu'on appelle les R12. La considération que nous donnons à une femme en état de grossesse qui protège la vie à l'intérieur, c'est cette considération que nous devons donner à notre précieuse couche d'ozone. 35 ans après la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone, le défi actuel est la mise en œuvre de l'amendement de Kigali adopté le 15 octobre 2015. Il consiste à réduire l'utilisation des hydrofluorocarbures. L'objectif étant de limiter les changements au réchauffement climatique tout en protégeant la couche d'ozone et par ricochet sauver la planète Terre. Eh bien voilà, ce sera tout pour ce mini-journal. Week Eco se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Alexandra Diotan, pour ce mini-journal. Et sans plus tarder, on enchaîne avec la revue de presse économique. C'est une présentation de Patrick Adiabodjou. Les services du Fonds monétaire international, FMI, ont achevé leur récente mission au Bénin sous de bons auspices. Le Progrès donne le ton et écrit en manchette « Économie, le FMI annonce de bonnes perspectives pour le Bénin ». De solides perspectives économiques réalisées malgré les impacts générés par le Covid-19, les efforts fournis et la rapide réponse implémentée par le gouvernement ont permis d'atteindre une croissance de 3,8% en 2020. La Nation placade l'information à la une de sa parution et constate qu'une reprise économique solide est en cours. Le Progrès, quant à lui, a publié l'intégralité du communiqué final du FMI à la page 4 de sa parution du mercredi 24 novembre 2021. Au titre des emprunts obligataires pour la relance économique face au Covid-19, la Nation nous informe que le Bénin est prêt à rembourser 233,6 milliards de francs CFA. Une information rendue publique par la Direction générale de la Bourse régionale des valeurs mobilières. À la date du 30 septembre dernier, 106 484 Béninoises ont été impactées sur tout le territoire national dans le cadre de la mise en œuvre du microcrédit à l'AFIA. La Nation titre à propos microcrédit à l'AFIA en 12 mois d'activité, 6 milliards de francs CFA octroyés aux bénéficiaires. Le journal du service public précise également qu'à la fin de décembre 2021, il est projeté 177 484 bénéficiaires pour un montant global de 8 760 milliards de francs CFA. Sur les 12 premiers mois d'activité, le projet microcrédit à l'AFIA a permis de débourser un montant de 5 984 milliards de francs CFA. Viabilisation du site des logements sociaux de Rouedo. La Nation nous informe que le Bénin obtient 10 milliards de francs CFA. Selon le journal du service public, ce montant accordé au Bénin par la Banque ouest-africaine de développement BOAD vise à contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté. Ce financement de la BOAD permettra de fournir un logement à au moins 150 000 habitants et de promouvoir de nouveaux modes d'accès à des logements sociaux. Pêle-mêle, projet de loi de finances 2022, les mesures sociales et économiques portées par le budget affichent la Nation. Création de l'école des métiers du numérique, des diligences pour la construction du plateau technique, écrit le journal du service public. Fin de cette revue de presse économique et à dimanche prochain. À présent, on va faire la radioscopie des droits, du respect des droits des enfants au Bénin et apprécier les instruments juridiques en la matière. Tout de suite, c'est le décryptage. En plateau, ici, avec moi, Jessica Abraham Côté. Bonjour. Bonjour. À côté de Jessica, eh bien, Achille Fatondi, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, Ulvaeus. Je rappelle que vous êtes tous deux des spécialistes des questions des droits de l'enfant et bien évidemment du genre. Exactement.
Et c'est normal qu'on parle droit des enfants avec vous. Donc, Achille, on va démarrer par vous. Les mots qui minent le plein épanouissement des enfants aujourd'hui, il en existe beaucoup au Bénin. Plein, il y en existe beaucoup, vous l'avez dit. Et tout part d'abord de la maison. La maison qui, en principe, est le cadre idéal d'affection et de soins pour l'enfant, n'est plus forcément le cas. La négligence des parents, du fait du manque de moyens pour satisfaire aux besoins fondamentaux des enfants, n'est plus le cas. Vous voyez des enfants qui, malheureusement, sont avec leurs parents biologiques, mais qui souffrent encore de malnutrition, qui souffrent encore de manque de mauvais traitements, mauvaise prise en charge sanitaire, des enfants qui ne vont même pas à l'école. Pourtant, ils sont avec leurs parents. C'est bien curieux. Je ne comprends pas. C'est bien curieux. Et quand on quitte le cadre familial, il y a les violences. Les violences qui s'observent au niveau de la société, dans les rues. Il y a la question de l'abus sexuel. Quand il y a quelques jours que vous entendez que dans la commune d'Abomey-Calavi, on a 26 cas de viol. C'est terrible. C'est choquant. Ça veut dire que pratiquement en un mois, on a presque chaque jour, on a un cas de viol. C'est ahurissant, c'est honteux. Et on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui explique ça, malgré le cadre législatif foisonnant de textes et de lois que le Bénin a. C'est peut-être la déliquescence de la société également dans laquelle on est qui... Mais on va approfondir le sujet. Voilà. Déjà, Jessica, quel est le regard que vous portez sur la situation du respect des droits des enfants au Bénin? Merci beaucoup. Alors, je crois que je vais abonder dans le même sens que Achille. Moi, je dirais, je vais être peut-être assez dur. C'est vraiment alarmant. Parce que l'État même, déjà quand on prend par exemple l'article 4 du Code de l'enfant en République du Bénin, ça dit que l'enfant en tant que personne humaine est sacré et inviolable. Et en tant que tel, l'État a l'obligation, et je veux mettre la censure absolue, de la protéger, la personne humaine, l'enfant, et de la respecter. Et on remarque que malheureusement, sous nos cieux, ce n'est pas ce qui se passe. Et vous entendez des cas de violence qui sortent de l'entendement. Et vous vous demandez, mais est-ce que ce sont des hommes qui ont fait ça ou est-ce que ce sont des animaux qui le font? Parce que on en arrive à se demander si l'éducation à la base a raté pour qu'on ait dans la société des personnes qui sont peut-être des enfants dans le futur, dans le passé je vais dire, des adultes qui font ça, parce que j'estime que chaque personne a quand même pour ambition d'avoir un enfant. Moi, en tant que mère, où je vais dire, je me considère comme un homme, je vais violer une fille, alors que je suis appelée à avoir un enfant. Lorsqu'on le fait sur mon enfant, quelle sera ma réaction? Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne se mettent pas dans la peau de ces enfants ou de ces parents-là lorsque ça va arriver. Et malheureusement, je ne sais pas si on peut dire déjà qu'il y a une sorte d'impunité, de silence. Nous sommes tous coupables de ce qui arrive aujourd'hui et je crois qu'on va certainement en venir aux raisons qui expliquent ces choses-là. Déjà Achille l'a évoqué brièvement, l'un des droits des enfants les plus violés aujourd'hui quand même, c'est le droit à l'éducation. C'est ça. Achille a donné des exemples de parents qui quand même encore de la réticence où on ne comprend pas pourquoi, qui n'envoient pas leur enfant à l'école. C'est ça. C'est quand même assez dommage parce que je me rends compte malheureusement que les textes de loi ne sont pas connus par les populations. Parce que quand on prend la Convention relative aux droits de l'enfant, en son article 12 je crois, ou 28, je ne sais pas, j'ai peut-être oublié l'article, on dit que l'éducation c'est fondamental pour l'enfant. On doit assurer à l'enfant l'éducation ou bien un apprentissage quelconque. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est remarqué. On va dire qu'au lieu que les enfants soient à l'école, on remarque, et selon le dernier point de la représentante résidente de l'UNICEF, que 160 millions d'enfants sont encore dans des activités économiques. Des enfants qui devraient être à l'école sont mariés. Et dans 2 ans, tout près,
4 millions de filles seront mariées si on ne fait rien. C'est grave et c'est alarmant. Donc, je pense que cette question... quelqu'un m'a raconté quelque chose, je crois, il y a 2 jours. C'est un de mes professeurs. Et il me disait que chez nous, ici... On ne va pas dans les communautés pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Et c'était 25, je crois, qui a diffusé un reportage où c'est des peuls. Des peuls, au Bénin, quand même, tous les enfants ont les droits. Donc, des peuls, quand l'école commence comme ça, ils vont chez leurs frères qui sont peuls pour leur dire, voilà, il faut envoyer les enfants à l'école. Les enfants ne sont pas faits pour rester dans les rues, pour demander de l'argent, pour apporter à manger à la famille. Il faut envoyer les enfants à l'école. Et nous, qu'est-ce que nous faisons pour faire ressortir ces cas-là? Et on va se poser la question de savoir, mais dans nos rédactions, qu'est-ce que nous faisons en tant que... Bon, nous, on parle des hommes des médias. Parce que pour faire ces genres de choses, il faut des moyens. Lorsque même, à votre propre compte, vous voulez aller, vous êtes quand même limité. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc, je crois quand même qu'il y a lieu de se poser des questions par rapport à ce qui se passe réellement. C'est vrai, il y a des tests de loi, mais ces tests-là ne sont pas vulgarisés. Les gens ne les connaissent pas. Et beaucoup plus, ce n'est pas ceux qui sont ici à Cotonou forcément seuls. C'est vrai qu'il faut aller dans les communautés. Mais la vulgarisation dont on nous parle, ça se fait comment? Est-ce qu'on va rassembler un chef quartier, des chefs quartiers pour leur dire voilà? Et même lorsqu'on fait ça, qu'est-ce que les chefs quartiers font en retour pour que l'information puisse passer au niveau justement de ces communautés-là? Donc, il y a lieu quand même de se poser des questions. Achille, il y a lieu de se poser des questions. Jessica le dit, les tests de loi existent, mais malheureusement, ils ne sont pas suffisamment vulgarisés. On l'a évoqué, le cas des enfants qui continuent de s'adonner à des activités économiques alors qu'ils sont censés être à l'école. Aujourd'hui, est-ce, à votre avis, le problème, c'est un problème de test ou c'est un problème de, comme l'a dit Jessica, manque de vulgarisation de ces tests? On ne peut pas dire que c'est un problème de test parce que la convention dont elle parle date quand même de 1989 et le Bénin fait partie des tout premiers pays à ratifier cette convention-là déjà en 1990 dès lors qu'elle a été mise en vigueur. Et après, il y a le Code du travail de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et ça date de 2001. Ça fixe les conditions dans lesquelles un enfant peut être admis à l'emploi ou à l'apprentissage. C'est pas moins de 14 ans. Et il y a aussi les questions, il y a le protocole facultatif relatif donc à cette convention-là qui vient également encadrer et réprimer les questions de maltraitance et d'abus. Voyez-vous, donc ce n'est pas une question de test. Et ça, c'est au plan international. Lorsqu'on revient à l'interne, le Bénin est un modèle aussi avec son code de l'enfant. Ce code qui aujourd'hui recense en fait tout ce qui est mesures et dispositions protégeant l'enfant. C'est un peu comme la Bible aujourd'hui en matière de protection de l'enfant au Bénin. Et tous les pays ont acclamé quand même le Bénin qui a fait cette prouesse-là depuis 2015. Ça date quand même de plusieurs années. À part ça, il y a plusieurs lois. N'oubliez pas la Charte africaine des droits de l'enfant et du bien-être. Il y a le code de la famille et de l'enfant. Donc, il y a plein de tests chez nous. Ce n'est pas les tests le problème. Le problème, c'est nous-mêmes. Parfois, ça ressemble à de l'inconscience, de l'insouciance ou parfois une question de fuite de responsabilité. Lorsqu'on prend par exemple la période de Covid-19, vous voyez, c'est là qu'on a encore connu une ampleur lorsqu'on parle du phénomène de l'inceste. Des parents qui couchent avec leurs enfants. Filles, c'est pas possible. L'inceste. Et ça, il suffit d'aller sur le terrain, investiguer un peu, et vous allez voir que c'est une réalité. Covid-19, aller sur les rues, vous voyez les enfants qui continuent de vendre les masques. On les voit tous les matins à la sauvette dans les carrefours et autres. Autrement dit, il y a les tests, mais on ne sanctionne pas peut-être les parents qui se permettent des violations. Peut-être la sanction, mais l'autre côté aussi, la prise de conscience. La prise de conscience, ça doit passer par la vulgarisation des tests, oui, parce que les tests ont une fonction de répression, mais aussi de dissuasion. Lorsque tu entends par exemple que tu es toujours adepte de mariage forcé, tu es celui-là qui facilite les mariages forcés, que tu peux tomber dans les mailles de la justice et faire 10 ans, ça dissuade un peu, ça influence. Donc les tests ont cette fonction-là, mais il faut aller faire connaître ces tests-là et les dispositions. Il faut aussi utiliser les leviers sur lesquels on a la possibilité donc de faire passer le message, les médias. Il faut que les acteurs du domaine mettent au centre
de leurs actions, les médias et les hommes des médias qui ont, c'est plus à vous, je vais démontrer, ont le pouvoir, le quatrième pouvoir, on le dit, ont le pouvoir donc de faire passer le message au fin fond donc de notre pays. À part ça, il faut enfin que la répression puisse véritablement devenir vraiment une réalité. Alors, oui, allez-y. Oui, pour que vraiment les gens qui vont tomber dans les mailles de la justice puissent servir de leçon à ceux qui pensent toujours que nous ne sommes pas au XXIe siècle et qu'on peut encore se permettre les pratiques rétrogrades, les questions de mutilation génitale qui continuent et qui montent encore en surface et je ne comprends pas. Il y a des dizaines d'années derrière, on a fini avec ces pratiques-là. Et ça fait partie des pratiques néfastes de notre culture et de nos pratiques traditionnelles. Parce que vous allez dans les couvents aujourd'hui, ça persiste. On pense qu'un enfant a sa place dans les couvents et ne peut que rester que là jusqu'à grandir. Et justement, ce sont ces pratiques traditionnelles qui, on va dire, tirent vers le bas les efforts des gouvernants quand même pour mettre des tests à disposition, vulgariser des tests. Parce qu'aujourd'hui encore, on se permet de ne pas envoyer des filles à l'école et pourtant on sait que l'école elle est pratiquement gratuite pour les filles aujourd'hui. On les met dans des couvents, on les envoie au marché. Alors moi je me pose la question de savoir, les tests existent, on fait des sensibilisations, mais les hommes sont imperméables. Non, en fait, vous savez, il y a que les gens ont souvent l'excuse facile. Vous allez dans nos villages, et ça commence à venir en ville aussi. Hein. La question, par exemple, du placement des enfants. Un parent, par exemple, a son enfant. Heureusement que la vente a diminué, mais ça continue. La mobilité des enfants. On décide de vendre son enfant et chaque mois, on perçoit de l'argent. Et c'est cette rétribution-là qui permet aux parents de vivre. C'est-à-dire que l'enfant que tu as mis au monde, tu le mets en exploitation économique. C'est un investissement. Voilà, tu le places et la rémunération mensuelle constitue toi ton moyen de survie à la maison. Il faut réprimer, il faut aussi sensibiliser et prouver et montrer aux gens que, en fait, notre société aujourd'hui présente un visage que l'enfant d'hier a eu à la maison. Parce qu'en fait, si les adultes d'aujourd'hui exactement, s'ils ont une bonne conduite dans la société, ça veut dire que c'est l'enfant d'hier qui a bénéficié d'un soin et d'une éducation en fait appropriée qui permet donc d'avoir le minimum donc en matière donc de conduite sociale, de civisme, etc. Donc l'enfant en fait est le reflet, ou la société est le reflet de ce que l'enfant a été. Donc il faut en avoir conscience tout simplement. Moi je voudrais renchérir. Aujourd'hui malheureusement la répression a du plomb dans l'aile. Du plomb dans l'aile en ce sens que je vais donner deux exemples. Le premier exemple c'est un exemple que Madame Claudine Daiso, Lawson Daiso a donné. Elle parlait du cas d'un père, et ça on revient aux pratiques, qui dit que ses enfants, c'est lui le père qui doit dévierger ses filles d'abord avant que un autre homme ne puisse les épouser. Donc de tout temps, ce parent-là, il a fait ça et pour lui, c'était tout à fait naturel. À un moment donné, l'histoire a éclaté, la fille est partie, on a bavardé un peu autour, mais le parent dit, bon d'accord, je ne fais plus. L'enfant est revenu et il a récidivé. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, et ça fait partie des 26 cas qu'on a identifiés dans la commune d'Abomey-Calavi. Pendant, il y a 2 ans de cela, il y a une fille qui a été violée par des individus. Et on a emmené les parents, ils se sont entendus, non, on a qu'à laisser, ils ont géré ça à l'amiable. Après, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils sont revenus à la charge. Dans le temps, il y avait une vidéo. Ils ont pris la vidéo du viol. Et maintenant, on fait chanter la fille pour dire, si jamais tu ne cèdes pas encore de nouveau, nous, on va diffuser les images sur les réseaux sociaux. Elle a recommencé à se donner à ces personnes-là. Mais contre toute attente, et c'est ça, c'est là où ça me laisse pantoise par rapport à la question. Le 18 novembre dernier, on a statué sur la question et ces derniers sont libérés. Comment? Point d'interrogation. Où est l'impunité dans notre pays? On a l'impression que
Ça n'existe pas. Ces lois sont là, d'accord, parce qu'il y a des preuves. Ouais. On a réglé l'affaire à l'amiable. Les gens ont récidivé. Et vous voulez que ces personnes-là, on les laisse? Moi, je ne sais pas. Ils doivent servir d'exemple. Oui, ils doivent servir d'exemple. Et j'ai peut-être l'impression que, par exemple, je dis peut-être n'importe quoi. Si peut-être c'est un adolescent qui a commis l'acte sur une autre adolescente et que son père est peut-être bien placé, l'affaire sera tout de suite étouffée. Parce qu'il y a le positionnement, tout ça. Et donc, on a l'impression que lorsque la justice aussi est un peu, je ne sais pas comment on va dire. Complaisante. Oui, voilà, c'est ça. La justice, elle est complaisante. Mais si c'est le cas, nous allons toujours revenir chaque année, parler des violences faites aux femmes, parler des violences faites aux enfants. Donc ça devient récurrent. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Il faudrait que la question de l'impunité soit réglée, en tout cas en République du Bénin, parce qu'on a les textes pour. Alors en fait, permettez-moi, en fait, sur ce point-là, ce n'est pas forcément la complaisance de la justice qui pèse ou bien qui fait amplifier le phénomène. La justice joue son rôle. Les acteurs de la justice également. Et même les acteurs de la protection. Parfois, c'est la dénonciation qui est difficile. Vous voyez un enfant, par exemple, qui n'a aucune connaissance des moyens de plainte et de dénonciation, vit et subit les violences. En silence. Et les abus. Et ne peut pas parler. Parfois, lorsqu'on enclenche la procédure également, il y a les pesanteurs de notre société. Exactement. Où l'enfant commence par... où c'est la mère qui dit vraiment, je n'ai plus la faveur ou bien les faveurs du père, parce qu'il est devenu peut-être haineux, il est devenu révoltant, il se révolte, il menace. Donc finalement, la société voit qu'il vaut mieux laisser tomber. Et parfois, il y a aussi, vous l'avez évoqué, quand vous en parlez tout à l'heure, ça m'est venu à l'esprit, le suivi derrière ces victimes-là. Il n'y a pas un suivi psychologique forcément. Bon, heureusement qu'il y a les KPE, les centres d'accueil et de protection des enfants. Bon, encore que là, beaucoup plaide pour les moyens à mettre à disposition de ces centres-là. Heureusement aussi que la ministre des Affaires sociales fait beaucoup de travail dans ce sens-là. On a entendu tout récemment des centres qui ont été fermés parce que c'est aussi une question de respect de normes et je sais pas, de suivi, mais dans les règles de l'art en fait. Vous voyez un peu. Donc, lorsque les centres n'ont pas les moyens, lorsque on n'a pas vraiment le dispositif qu'il faut, bon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, quand on fait cet état des lieux, quand on dresse ce tableau sombre de la situation du respect des droits des enfants au Bénin aujourd'hui, on se pose la question de savoir que faire, quels sont les enjeux, ou plutôt sur quel levier est-ce qu'il faut travailler aujourd'hui maintenant pour peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, réduire drastiquement ces violations à l'endroit des enfants. Alors aujourd'hui, moi c'est vrai que ça a son côté mauvais, mais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont connues. Donc, il y a des cas qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, tout de suite, quelqu'un va balancer ça sur les réseaux sociaux et on sait que ça existe. Mais en même temps, ça a son côté pervers, ou plutôt le revers de la médaille, c'est que l'enfant qui est exposé dans les prochaines années peut se retrouver, ça peut être une atteinte à sa personne. Et c'est là justement qu'il faut agir. Il faut que si toute la population béninoise sait qu'on doit protéger l'enfant, même si vous prenez la vidéo, vous avez le moyen de brouiller même l'image de l'enfant pour qu'on ne voit pas. Voilà cet enseignant, par exemple, qui a voulu en classe réprimander un enfant qui n'arrivait peut-être pas à bien lire, peut-être un croc, il dit un clos, et lui, il insulte l'enfant, tu n'as même pas honte, ou il y a roué, des choses comme ça, et c'est lui qui prend la vidéo, et on voit l'enfant dans la vidéo et qui est en train de dire ça. Mais si cet enseignant-là, s'il avait été informé sur le fait que l'enfant doit être protégé pour le futur parce que c'est un père de famille en devenir, s'il était informé par rapport à la question, je crois qu'il ne ferait pas ça. Il ne va pas laisser le visage de l'enfant à découvert. À plus forte raison, crier sur cet enfant-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que le châtiment corporel est interdit. Il y a 56 pays déjà qui ont accepté le fait. Il reste encore 52 pays derrière, d'accord? Mais le Bénin en fait partie. Donc, je me dis que c'est peut-être parce qu'on ne peut pas frapper
parler, on a le droit d'agir psychologiquement sur... Donc, je crois que l'information doit passer. Ouais. Chacun doit savoir que moi, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que population, on a le droit de protéger nos enfants. Il a parlé tout à l'heure de la question de dénonciation. 30 secondes. Oui, question de dénonciation. Je crois que nous devons avoir dans nos habitudes des habitudes de dénonciation. Lorsque votre chambre, la chambre du voisin prend feu à côté, ne vous en faites pas. Tout de suite, la fumée va venir vers vous. Ouais. Donc, c'est en protégeant les enfants des autres que quelqu'un d'autre va protéger vos enfants. La nature va vous punir naturellement parce que vous n'avez pas fait ce que vous devriez faire au moment où il faut le faire. Donc, je dis, il faut agir sur la question de l'impunité. Il faut également vulgariser les tests encore plus, aller vers les communautés pour savoir, est-ce que vous avez l'information, passer l'information de façon réelle et concrète et former et informer toute la population. C'est une chaîne. On doit travailler en synergie d'action pour que la lutte puisse porter. Alors, on va finir avec vous, Achille. Il y a également cet aspect qui est évoqué, c'est l'absence d'espace d'épanouissement des enfants, qui constitue également, en tout cas aujourd'hui au Bénin, on sait qu'il n'en existe pas vraiment. Oui. Il le faut pourtant. Il faut qu'on en arrive, qu'on puisse vraiment penser à créer des cadres vraiment qui substituent parfois ce que l'enfant n'a pas à la maison. Oui, il faut accompagner ça. Il y a vraiment ce besoin-là. Mais au-delà, moi, je voudrais dire que le bon visage de la société que nous voulons aujourd'hui dépend de ce que nous accordons comme épanouissement et bien traitance à nos enfants. Il faut qu'on y pense et qu'on sache que l'éducation qu'on donne à notre enfant aujourd'hui se reflète se répercute sur la société de demain. Ouais. Voilà, on se plaint des cas de vol, des brigands par ici, des malfaiteurs de l'autre côté. C'est parce qu'ils sont mal partis. Ouais. Ils n'ont pas eu un cadre familial vraiment qui leur donne de s'épanouir exactement. Donc, et aussi saluer tout ce que les ONG font, ce que le ministère des Affaires sociales fait, et pour une synergie d'action afin que vraiment on puisse placer l'enfant au cœur de nos priorités. Merci à vous, chers confrères Achille Fatondi, Jessica Abraham Côté. Merci d'être passé sur ce plateau. On retient, en tout cas pour nous ici, nous faisons ce que nous avons à faire en tant comme des médias pour accompagner cette lutte-là pour le respect des droits des enfants. Tout de suite, on installe le dossier de la semaine. Il est clair aujourd'hui qu'avec l'arrivée d'Internet, l'audiovisuel, le paysage audiovisuel a complètement changé. La télévision fait face à une évolution impulsée par l'essor des nouvelles technologies du numérique et tente, vaille que vaille, d'entrer dans le jeu de la concurrence avec le web. La télévision à l'ère des réseaux sociaux, on en parle juste après cet élément. La télévision est un ensemble de techniques destinées à émettre et recevoir des séquences audiovisuelles appelées programmes télévisés. Elle est l'un des moyens de communication les plus puissants au monde. C'est un vecteur de progrès et de savoir, mais aussi un lieu de découverte du monde et de sa diversité. Dans un monde en pleine mutation, la télévision a connu depuis sa création de fortes évolutions technologiques. Aujourd'hui, on parle de télévision numérique terrestre. Vous recevez les programmes dans le passé avec une antenne râteau. Donc chaque chaîne de télévision, pour pouvoir être reçue à la maison, avait une fréquence de réception. Mais aujourd'hui, avec le numérique, nous avons une seule fréquence d'émission, d'accord, une seule fréquence sur tout le territoire national, par zone bien sûr, et c'est dans cette fréquence-là que sera reçu un multiplex de chaînes de télévision. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On prend plusieurs chaînes de télévision ensemble, qu'on multiplexe et on diffuse sur une seule fréquence. Conséquence, vous aurez une seule antenne râteau, donc positionnée sur votre mât à la maison. Et avec cette antenne râteau et avec une seule fréquence, vous allez recevoir et décoder plusieurs programmes de télévision. Dans ce contexte, les chaînes de télévision doivent innover et mieux connaître les attentes de leurs téléspectateurs. Elles doivent désormais offrir un contenu de qualité. Aujourd'hui, une chaîne de télévision sans la TNT produit et diffuse son programme. Mais avec la TNT, les chaînes de télévision
vont devenir éditeurs. Donc ils produisent leur contenu et s'occupent de l'acheminer vers l'opérateur de diffusion, qui est le diffuseur. Et donc le premier niveau de concurrence, c'est de challenger vos programmes pour que le téléspectateur qui a aujourd'hui la possibilité de zapper puisse faire le zapping idéal. Il faut bien sûr avoir de très bons programmes. Au Bénin, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour satisfaire les populations. 29 sites sur le territoire national sont couverts par des émetteurs TNT. Donc une infrastructure qui a été mise en place et terminée, testée et acheminée aussi par des réseaux satellitaires. Et sur ces 29 sites, nous avons des équipements qui ont été redondés. Et aujourd'hui, le gouvernement béninois s'apprête à lancer très bientôt la TNT au Bénin, avec bien sûr les décodeurs qui seront achetés. La télévision numérique terrestre est une opportunité pour accélérer le développement économique, social et culturel des pays. Et voilà, le numérique et plus précisément les réseaux sociaux, fossoyeurs ou avenir de la télévision. Aujourd'hui, c'est le sujet et qui mieux pour en parler qu'un spécialiste en audiovisuel, Alexis Nyanguenon. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'UAC. Et pour conduire cet entretien avec moi sur ce plateau, Rodrigue Babagueto. Ulaïs Balogun, bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être encore des vôtres en ce jour. De TikTok à Twitter, en passant par Facebook, Snapchat et même Brut, les informations sont postées et disséminées à une vitesse folle sur les réseaux sociaux, avec souvent une bonne longueur d'avance sur les médias traditionnels d'ailleurs, au nombre desquels la télévision. Alors, Alexis Nyanguenon, vous êtes spécialiste en audiovisuel. Des chercheurs ont prédit dès le début du XXIe siècle la mort de la télévision. Selon vous, aujourd'hui, cette prédiction, elle est réalité? Non. La télévision vit et vit encore très bien. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ça va changer. Mais pour l'instant, on a des statistiques, on a des études. Depuis 2013, oui. Il y a eu une étude du cabinet français IMA Consulting qui a prouvé que les Africains, un Africain regarde la télévision en moyenne 4 heures de temps par jour. Un Africain, disons, quand on prend l'Afrique au sud du Sahara, surtout les francophones. L'étude était concentrée sur les pays francophones. Une autre étude a été faite en 2015 par la chaîne Canal+, oui, à travers Africascope. C'est des spécialistes aussi de médiamétrie. Oui. Et ça a montré que même en 2015, un Africain au sud du Sahara regarde la télévision 4 heures de temps par jour. Okay. Alors, les dernières études sur le Bénin et sur la Côte d'Ivoire, tout ça, datent de 2018-2019. Au Bénin, c'est 3 heures de temps consacrés par un individu pour regarder la télévision. Ça veut dire quoi? De 2013 à 2021, aujourd'hui, on n'a pas les études de 2021. On a baissé au moins d'1 heure. On a baissé d'1 heure sur certains segments de la population, dans les villes. Mais ce n'est pas lié justement à l'utilisation des smartphones. On a des chiffres aussi. 4 Africains sur 5, alors au moins 80% regardent la télévision par jour. Donc, on est en moyenne sur la plupart des pays francophones, on est à 88% de personnes qui regardent une fois la télévision par jour. Mais lorsqu'on prend par exemple des statistiques sur le plan mondial, oui, il y a par exemple 60% des utilisateurs de TikTok qui vont sur ce réseau-là pour avoir des informations dans le monde, par exemple. Oui, ça c'est dans le monde. Alors, vous savez, les habitudes de consommation de la télé et des réseaux sociaux varient énormément d'un pays à un autre et d'un continent à l'autre. Alors, quand nous observons bien, quand la télé a 88% de taux d'accès quotidien, les smartphones sont à 27%. En fait, en Afrique, il n'y a que 27 personnes qui utilisent les smartphones pour regarder des contenus télévisuels par jour.
Alors, loin devant la radio. Radio est à 74%. Oui, la radio, on peut comprendre. Mais sachant qu'aujourd'hui, on a une population, par exemple au Bénin, une population jeune. De plus en plus, les jeunes, ce sont les jeunes. Alors, la population est vieillissante, et ce sont les jeunes aujourd'hui qui consomment beaucoup plus les réseaux sociaux. Est-ce que dans les années à venir, on ne tend pas vers? Alors là, il y a un véritable danger. Parce que quand vous voyez bien la cible d'abord 4 ans à 14 ans, aujourd'hui, ceux-là ne regardent pratiquement pas les télévisions nationales. Les chaînes locales, ceux-là ne regardent pas. Alors, quand on parle de 15 ans à 34 ans, ils sont branchés smartphone et chaînes internationales. Plus smartphone, sûrement. Non, quand vous voyez bien les Trace TV, quand vous voyez les chaînes L, ainsi de suite, les 14, 34 ans, regardent mais les chaînes internationales. Et le risque, c'est quoi? À l'avenir, nos chaînes locales risquent de ne pas avoir d'audience. Parce que, en fait, les études ont montré que les programmes ne suscitent pas toujours un grand intérêt auprès de ces cibles-là. Autrement dit, la question du contenu se pose. C'est le vrai problème de la télévision aujourd'hui, c'est le point de contenu. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut rater une émission de télévision, il ira sur YouTube pour chercher le programme. Et là, on va voir cet aspect. En fait, la télévision ne va pas disparaître de sitôt parce que la télévision subit aussi des mutations. Elle s'adapte. Elle s'adapte par rapport à l'environnement, par rapport aux nouvelles conditions, par rapport aux nouvelles exigences des téléspectateurs. Et justement, comment est-ce que la télévision peut réussir à s'adapter, à faire cette mutation-là avec la présence des réseaux sociaux pour toujours garder quand même sa place qu'on lui connaît? Oui, aujourd'hui, la plupart des chaînes internationales ont des réseaux sociaux également. Vous avez une chaîne qui émet en live sur Facebook, et ainsi de suite. Parce que les télévisions sont conscientes du fait que l'approche classique d'accès à la télévision ne va pas toujours continuer parce que les habitudes de consommation ont changé. Les habitudes aussi des individus dans une journée ont énormément évolué. Donc, si vous voyez bien, les réseaux sociaux ne vont pas tuer la télévision, mais les réseaux sociaux seront un complément à la télévision. Mais aujourd'hui, il est clair quand même que les télévisions ont du mal aujourd'hui à s'approprier ce nouvel outil-là, qu'est Internet et que sont les réseaux sociaux. Parce que très, très peu sont ces télévisions-là qui arrivent à avoir une page Facebook, une page YouTube, une page Twitter, parce que c'est sur tous ces canaux-là quand même que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus présents. Oui, disons qu'en Afrique, les télévisions sont un peu en retard sur la combinaison de la télé classique et des réseaux sociaux. Mais quand vous voyez la chaîne, le bouquet Canal+, tous les programmes sont accessibles sur les réseaux sociaux. Et ça, parce qu'ils ont déjà compris l'intérêt des réseaux sociaux. Parce que qu'est-ce qui se passe? On sait que le téléspectateur n'a pas toujours le temps de suivre le direct, mais il doit toujours aller en podcast. Et ça, c'est très important. Je vais vous donner un exemple. Lors des campagnes électorales en Allemagne, la dernière fois, pour le départ de la chancelière Merkel, il y a eu des émissions sur la chaîne russe RT, Russia Today, version française. Et des émissions qui ne sont pas toujours très positives selon les Allemands. Ils ont demandé de bloquer l'accès YouTube de RT et de Russia Today en Allemagne. Ça veut dire quoi? Que les Allemands sont conscients que cette chaîne-là n'est pas regardée en direct, mais est beaucoup regardée sur YouTube. Mais c'est, disons, la version YouTube de la chaîne. Donc, il faut aujourd'hui, on est obligé d'aller vers les réseaux sociaux si on a une télévision à grande audience. Mais si on va vers les réseaux sociaux, quand on sait par exemple que la télévision est essentiellement nourrie par, je dirais peut-être, entre autres, les publicités, comment est-ce que ça peut se gérer? Ça change. Je vais ajouter que ces organismes qui font de la publicité aussi ont la possibilité d'être autonomes sur les réseaux sociaux. Mais ça fait un plus. Aussi. Ça fait un plus. Ça fait double audience. Alors, je passe ma pub, disons, avant le JT de 20h. Et sur le même programme sur YouTube,
je serai là et vous me faites payer un complément pour être sur YouTube également. Mais j'ai la possibilité de créer ma page et d'avoir mes propres abonnés, mes propres followers, sans être obligé d'aller vers la télévision. Non, en fait, vous savez, le problème d'une chaîne, ce n'est pas la création, ce n'est pas la technologie, c'est le contenu. Il faut encore avoir du contenu pour que les gens puissent vous regarder. Mais malgré le contenu, si de l'autre côté, il y a une certaine audience qui est plus considérable. Non, vous savez, le choix est vite fait. La télévision bénéficie, disons, un peu de la scienture des États. Oui. Vous voyez, ce qu'on dit dans une chaîne de télévision, ce n'est pas la même chose que ce qu'un youtubeur a raconté. Oui. Il a toujours la scienture de l'État. Et ça, ce n'est pas demain qu'on va enlever cette crédibilité-là aux chaînes de télévision. Ouais. Et si je dis quoi, moi, je crée une chaîne YouTube, je suis quoi, spécialiste de l'audiovisuel, je raconte n'importe quoi, c'est pas la même chose que BB24. Hein? Tout à fait. Bien sûr. Donc, il a cette scienture-là, donc vous bénéficiez, et quel, disons, gage de la crédibilité de l'information, de l'intégrité de l'information, de la fidélité de l'information. Ouais. Et ça, les youtubeurs n'ont pas ça. Et aujourd'hui, avec l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, on a parlé de la TNT. Est-ce que, selon vous, la TNT peut venir donner un certain poids à la télévision face aux réseaux sociaux? Franchement, si vous voulez mon avis personnel, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la TNT, ce n'est qu'une nouvelle technologie de diffusion. Mais le problème de la télévision, c'est d'abord un problème de contenu. Et le défi en continu aujourd'hui devient encore plus grand. Parce que vous regardez au Bénin, toutes les chaînes maintenant seront au même pied d'égalité. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais il faut avoir du contenu pour rivaliser. Tout à fait. Donc l'enjeu, c'est le contenu. Est-ce que vous êtes préparé à customiser, c'est-à-dire à adapter vos contenus aux différentes cibles? Regardez, sur la cible 4-14 ans, il n'y a pas de programme. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que votre enfant regarde à la maison? Sur une chaîne béninoise ou une chaîne locale? Pratiquement rien. Pratiquement rien. Mais c'est les téléspectateurs de demain. Oui. Oui. Demain, qui sont ceux qui vont regarder la télé? C'est pas moi, je suis vieillissant. Oui. Mais c'est eux. Mais ils ne regardent plus les chaînes, ni ORTB, ni Golf, ni Canal 3, et ainsi de suite. Ils vont regarder quoi demain? Les chaînes internationales. Les chaînes internationales qui leur proposent des programmes adaptés. Aujourd'hui, c'est Gulli Africa, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est le grand danger. Parce qu'on va arriver dans 20 ans à ce que personne ne regardera les télévisions locales. Si on n'a pas de contenu, on aura la TNT, peut-être on aura même des technologies plus avancées, mais le vrai problème de la télévision, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de contenu. Alors aujourd'hui, tu vous permettez, Rodrigue, comment est-ce que les télévisions doivent travailler pour, on va dire quoi, pour engranger, pour ces téléspectateurs-là, ces internautes-là, j'allais dire. Comment est-ce qu'il faut faire pour les mettre aujourd'hui, les obliger peut-être à suivre également aujourd'hui la télévision? Alors, la télévision, c'est l'outil le plus démocratique au monde parce que chacun a sa commande et il zappe comme il veut. Mais il est question pour nous, chaînes de télévision africaines ou chaînes de télévision, il faut avoir un modèle économique. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas de moyens pour produire ou pour diffuser des contenus de qualité ou adaptés à notre cible. Ça veut dire quoi? C'est un peu le cercle vicieux, hein, parce que vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de bon contenu. Parce que vous n'avez pas de bon contenu, vous n'avez pas de téléspectateurs, vous n'avez pas de téléspectateurs, vous n'avez pas d'argent. Oui, c'est un cercle vicieux. Il faut rompre ce cercle vicieux. C'est-à-dire quoi? Que les États doivent comprendre que c'est un enjeu d'identité nationale, la télévision. C'est un enjeu d'identité culturelle. Et on ne blague pas avec. Donc, l'État doit donner les moyens. Moi, quand je dis l'État doit donner les moyens, l'État, ce n'est pas, l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut créer un modèle économique viable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vos télévisions, vous avez besoin... Ceux qui vous regardent ne payent rien, mais on a des milliers d'abonnés de Canal Plus au Bénin. Canal Plus fonctionne pourquoi?
Ouais, c'est du pay TV. Oui, tout à fait. C'est dit qu'ils payent pour avoir. Mais pourquoi ils ne payent pas pour regarder le TV? Oui, mais on prélève ça sur les salaires aussi. Oui, combien de salariés vous avez au Bénin? Alors, on aurait pu, par exemple, je dis un truc comme ça, c'est une bêtise, mais on aurait pu ajouter 200 francs sur chaque facture d'eau, 200 francs sur chaque facture d'électricité, 500 francs quand chacun va faire visite technique, 200 francs sur les motos. Tout cela regarde la télévision, oui ou non? Bien sûr. L'État peut constituer un fonds à partir, disons, de cette taxe. Et ça sera le fonds de l'audiovisuel. Et c'est à partir de ce fonds-là, on va donner des moyens de production aux chaînes de télévision publiques comme privées. Parce que l'enjeu est le même pour toutes les télévisions. C'est l'identité nationale, c'est la culture nationale, c'est notre visage dans le monde. C'est notre façon de voir le monde que nous défendons. Et si nous ne regardons que les autres et ce que les autres disent de nous, nous ne sommes plus rien. C'est dangereux. Aujourd'hui, si vous ne savez pas faire, demain il y aura un événement à Cotonou, c'est Canal Plus qui va vous montrer ça. On a pu constater ça d'ailleurs. Il y a plusieurs événements. Notre président va peut-être parler à l'ONU, n'est-ce pas? Et c'est la partie qui intéresse France 24 que l'ORTV va montrer, c'est ce que les Français ont envoyé que l'ORTV va le montrer. Moi, je veux savoir bien ce que le président a dit concernant le Bénin, non concernant le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est pas un problème typiquement béninois. Mais c'est ça les nouveaux enjeux. C'est bien ça. Et c'est possible. C'est possible parce que, regardez, aujourd'hui, ici, on ajoute 100 francs par facture d'électricité par mois. Bon, si vous voulez couper votre compteur ou enlever, vous allez rester dans l'obscurité. Si vous allez faire visite technique, on vous dit de payer 500 francs en plus. Bon, si vous ne voulez pas garder votre véhicule à la maison. C'est vrai que ça n'a l'air de rien, 500 francs, 200 francs. Mais sur chacun des Béninois, ça fait quand même 12 millions tout au moins, ou disons 10 millions tout au moins. Voilà. Ça veut dire que vous aurez des moyens pour produire, mais vous n'avez pas produit tout. Vous avez des moyens pour faire des achats. Regardez, on dit que nos télévisions n'ont pas d'audience. Peut-être, regardez le jour où on a fait retour des biens culturels. Mais c'était top audience. Bien sûr. Moi, j'ai sillonné, j'ai vérifié. Tout le monde était clavé sur le RTV. Ça fait longtemps. C'est comme si c'était un match Barça-Real ou Champions League, la finale. Mais ça veut dire quoi? On peut générer l'audience. Mais il faudrait avoir des événements au top. Mais générer l'audience aussi passe aussi par la mise en place de l'audiométrie. Aujourd'hui, ça n'existe pas. On ne sait pas quelle chaîne a plus d'audience que d'autres. Voilà. Et ça, c'est également un défi, un challenge pour la HAC et le ministère du numérique. Ça aussi, nous en avons besoin. Il faut avoir un budget pour ça, pour que, disons, au moins chaque 2 ans, que des cabinets spécialisés puissent nous sortir des audiences et des études d'audience afin que chaque chaîne puisse améliorer son contenu et cibler davantage. En fait, aujourd'hui, le besoin des individus par rapport à la télévision est devenu très pointu. Très pointu. Et en plus, les gens sont devenus plus exigeants. Parce qu'ils regardent ce qui se fait ailleurs. Donc, ce que tu faisais avant ici, il y a 10 ans, moi, on passait un film, les gens applaudissaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est ça. Il faut s'adapter, il faut évoluer avec les besoins du consommateur. Et vos enfants, nos enfants, ils seront encore plus exigeants que nous. Bien sûr. Et la télévision doit s'adapter. Absolument. Eh bien, Ulysse Balogun, je crois qu'on est mieux... Absolument, la télévision doit s'adapter. Aujourd'hui, c'est un impératif. Merci à vous, Alexis Nianguenon. Je rappelle que vous êtes spécialiste en audiovisuel et par ailleurs, directeur de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université d'Abomey-Calavi. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Merci pour votre aimable attention. Cette émission, vous pouvez la suivre également sur les réseaux sociaux, oui, tout à fait, sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur nos pages Facebook, Bénin Business 24 et la page de votre émission Week Echo. On essaie d'être également à la page des réseaux sociaux. Merci et à très bientôt.